Hey, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le Tiers et les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente Sect Abdoulaye en Oualé, là où les Guzney utilisent uniquement le tas salé. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? Angana Khounou, Maratoro Ninié, Kylian Tigé, PDG, c'est du Soninke. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis fier de recevoir mon homeboy, un international malien, un champion, un entrepreneur, un homme de cœur, l'homme que l'on nomme Momo Sissoko. Take a seat, Momo, ego. comment va mon brother? Ça va, super. Ravi d'être là. Merci d'avoir accepté l'invite, Momo. Hein. Je sais très bien que tu as un emploi du temps chargé, mais il fallait pas que tu passes à côté. Je t'ai dit, Momo, je sais que tu es partout, mais j'ai dit, il faut que tu viennes à tout prix, Momo. Et tu nous as fait cet honneur, et franchement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions. Dis-moi, Momo, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bon, Mohamed Lamine Sissoko, Ouais. je suis né le 22/01/1985 à Mont-Saint-Aignan. Et voilà, je suis un jeune retraité. donc voilà, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de mes 36 ans. Et après, j'ai dû arrêter pour différentes raisons. Et maintenant, voilà, je suis fier de ce que j'ai pu accomplir. Excellente carrière, en tout cas. Mais on a tout le temps chez We Hustle. Alors, d'où tu viens, toi, Momo? Parce que t'es né à Mont-Saint-Aignan. T'es venu à quel âge à Paris? Bah, très tôt, hein. Très tôt. C'est vrai que j'ai aucun souvenir de là-bas. Mes parents sont venus très rapidement dans la région parisienne et j'ai grandi dans le 19e arrondissement. D'accord. Quel quartier? Stalingrad. Stalingrad. Ouais. D'accord. Tu y retournes des fois? Ouais, ça m'arrive d'y retourner. Après, c'est vrai que pas souvent, mais bon, ça m'arrive d'y retourner. D'accord. Et tes premiers pas dans le foot? Bon, en fait, j'ai une trajectoire assez particulière. C'est-à-dire que mon père, comme il était ouvrier, il était emmené à partir de gauche à droite, d'être muté. Donc, j'ai fait mes premiers pas à Troyes, à la Chapelle-Saint-Luc exactement. Après, à partir de là, j'ai été dans une petite équipe comme RCCT. Et après, voilà, je suis venu après de là, je suis parti à Auxerre directement. Directement. D'accord. Parcours atypique, pardon. Ouais. C'est bien. Et à l'école, toi, t'étais comment? Un élève pas très brillant, mais toujours à l'écoute, qui voulait vraiment avoir des bonnes appréciations. Parce que c'est vrai que mes parents, ils savaient pas trop lire ou écrire. Donc voilà, moi j'étais pas un élève brillant, mais toujours à l'écoute. D'accord. Toujours à l'écoute. Et l'ambiance à la maison, elle était comment? Bah, une fratrie de 20 enfants. Donc voilà, c'était chaleureux à la maison, il y avait toujours de l'ambiance, on était très très soudés. Donc c'est vrai que déjà à cette époque-là, mes parents nous ont inculqué beaucoup de valeurs et beaucoup de respect. Lesquelles, par exemple? Tu parles de valeurs. Comme le partage, Bien. voilà, le fait de respecter les plus anciens, d'être toujours à l'écoute et surtout de représenter le nom Sissoko au mieux, on va dire. T'es un jaré? Je suis un Horé. Ouais. D'accord. Tu t'attendais pas à cette question? Ouais, je ne m'attendais pas du tout. Excellent. Momo, toi, tu m'as dit que tu n'étais pas très bon à l'école, etc. Est-ce que pour toi, le foot, c'était très tôt, t'as pris conscience qu'il fallait que t'en fasses ton métier? J'ai pris vite conscience des choses parce que j'ai eu cette chance-là de me proposer beaucoup de choses au sein de la famille. Voir ma mère se lever tous les jours à 5 heures du matin, se casser le dos, comme on dit, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
Donc, j'avais pas beaucoup d'opportunités, on va dire, pour pouvoir réussir, réussir. Donc, j'avais des qualités au niveau du foot. Donc, je me suis mis à 100% Bien. dans le football pour espérer, en tout cas, faire carrière dedans. Mhm. Donc là, du coup, tout à l'heure, j'ai un peu fait détailler ton parcours en freestyle, hein. Mais je voudrais qu'on revienne sur le centre de formation de l'AGIA. D'accord? Elle ressemblait à quoi tes jeunes années là-bas? Ah, c'était dur, hein. C'était dur, éprouvant. Mais encore une fois, c'est les meilleurs moments que j'ai pu passer dans ma carrière de footballeur. Parce que c'est vrai, tu arrives dans un centre de formation, tu rencontres de nouvelles personnes, tu rencontres des gens que sans le football, tu n'aurais jamais pu connaître. Et voilà, je pense que tu as pu recevoir un ami à moi, un très bon ami à moi avec qui j'étais en centre de formation, Bruce Dombolo. Mhm. Donc, non, c'est des bons moments et surtout des moments inoubliables, on va dire. Ok. Et qu'est-ce que ces années t'ont apporté, toi, le centre de formation? Aujourd'hui, on voit des joueurs de foot qui n'ont plus besoin de passer par la case centre de formation qui s'en sortent très bien. Je pense à N'Golo Kanté, je pense à Riyad Mahrez. Ouais, après, bon, eux, c'est des exceptions. C'est vrai. C'est des exceptions. Donc, chapeau à eux par rapport à ce qu'ils sont en train d'accomplir et ce qu'ils ont pu accomplir. Après, c'est vrai que nous, on a eu la chance d'être en centre de formation, de comprendre les codes très tôt aussi d'un centre de formation, comme voilà, le respect, les valeurs, comment se comporter. Et c'est vrai qu'à Auxerre, surtout avec Giroud, c'était bien. Mhm. C'était bien. Mais ça peut être à double tranchant parce que là, tu es un ado, tu es loin de tes parents. Ça peut être le début de beaucoup de choses négatives. C'est vrai, mais après, c'est vrai que nous, on a eu la chance d'être avec un formateur comme Giroud qui, voilà, une fois que les parents ils nous confiaient à Giroud, il a su nous éduquer. Donc, je pense que pour pouvoir vriller, en tout cas à Auxerre, il en fallait beaucoup parce que c'est vrai que c'était une petite ville, il n'y avait pas beaucoup de tentations. On était que focalisé que sur le football. Donc, avec Giroud, c'était bien. C'était bien. Mhm. D'accord. Bon, bah, c'est excellent. Et petite parenthèse, il était comment, Bruce, au foot? Parce qu'il se vantait ici, il disait qu'il était fort, etc. Et il était fort. Sérieux? C'est un très bon défenseur avec Bien. beaucoup de qualités, hargneux, Mhm. et à la Boom Song. D'accord. Donc, clairement, il avait d'énormes qualités. D'ailleurs, il était en équipe de France aussi. Donc, Ouais. non, il avait beaucoup, beaucoup de qualités. D'accord. Ouais, ouais. Ah, on le salue, Bruce, hein. Un grand salam. Ah, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Et donc, du coup, tu parlais de Giroud, mais comment il a pris la nouvelle quand tu as été, je ne vais pas dire détecté par Valence, mais si presque, finalement. Bah, en fait, comment ça s'est passé? Déjà, quand Giroud me repère, j'étais à 3, on fait un match amical contre eux, il était au bord du terrain. Et là, voilà, j'ai fait un match de fou. À la fin du match, il vient dans le vestiaire et il dit donne-moi le numéro de tes parents. Et à ce moment-là, je lui donne les numéros de mes parents. Et le lendemain, il était dans ma cité pour pouvoir négocier avec mes parents, pour pouvoir rejoindre l'AG Auxerre. Et après, c'est vrai que voilà, j'ai fait toutes mes classes à Auxerre, je me sentais bien. Après, malheureusement, sur l'aspect contractuel pour pouvoir signer pro, on ne s'est pas entendu. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu cette opportunité d'aller à Valence à 17 ans. Donc au début, c'était un choix très difficile, hein, parce que c'est vrai que surtout aller en Espagne à cet âge-là, tout en sachant que c'était quand même Valence avec des gros joueurs. Donc c'était un pari risqué. Mais au final, je pense que c'était le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma carrière. Ah, bien, bien, bien. Et alors, à 17 ans, tu rentres dans un vestiaire avec Baraja. Je suis désolé ici. 500 aime le foot, je suis désolé. Avec Baraja, avec Albelda, Mendieta, Aymar. À 17 ans. Ah, je me dis, je suis où là? Parce que c'est des mecs que je regarde en Ligue des Champions, c'est des mecs que, voilà, limite j'étais fan, et je me retrouve dans leur vestiaire. C'était. Clairement, j'y croyais pas. J'y croyais pas, et après, je me suis vite fondu dans la masse. J'ai beaucoup observé des anciens comme Baraja, Albelda et Mendieta, et après, voilà, j'ai su faire mon bout de chemin là-bas, et j'ai bien fait les choses. Clairement. Et du coup, là, les premières responsabilités, ton statut a changé également, même au niveau de la famille. Là, tu as assumé fièrement ton nouveau statut. Ouais, C'était pas trop dur à 17 ans? Ah, c'est dur, hein, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand t'es au centre de formation,
T'arrives dans un club comme Valence, ton statut il change, le regard des gens il change aussi. Donc c'est pas facile à gérer toutes ces choses-là. Après, par la grâce de Dieu, voilà, j'ai des parents qui ont su prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça et m'ont bien aiguillé et ils ont su me faire rester les pieds sur terre. Et à 17 ans, toi, tu trouves pas que c'est un cadeau empoisonné de signer pro comme ça, d'être lancé dans le grand bain? Aujourd'hui, toi, tu fais figure d'exception presque. Tu vois, je te vois aujourd'hui à 36 ans, t'es lucide, etc. Mais t'aurais pu te brûler les ailes, Momo. J'aurais pu me brûler les ailes, clairement, parce que c'est vrai que j'étais en équipe de France, j'étais capitaine. En tout cas, à Auxerre, tout était fait pour que je puisse commencer là-bas. Après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais encore une fois, c'est jamais évident de gérer justement toute cette pression-là. Il y a le football, mais il y a aussi gérer ses émotions, gérer le fait que, voilà, beaucoup de choses qui se passent dans le football. C'est jamais évident à 17 ans. Donc, c'est pour ça que partir jeune à l'étranger, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est beaucoup de choses qu'il faut analyser et prendre en compte. Et moi, je voudrais qu'on parle, voilà, tout le monde te connaissait, Momo, les milieux récupérateurs en Espagne, etc. Mais moi, je veux que tu nous parles des dangers de cette vie-là, à savoir les vices. Tu sais, t'as 17 ans, tu brilles comme ça. Moi, je sais qu'à ta place, tous les soirs, ça aurait été Up in Smoke Tour. Hein. Non, mais on dit la vérité. C'est vrai. Il y a l'argent qui rentre, il y a les femmes, il y a le vice, il y a les belles voitures, etc. Moi, je veux que tu nous mettes en alerte sur ça, tu vois. C'est pas évident. Franchement, je vais être clair avec toi, c'est pas évident parce que tu dois supporter justement toutes ces tentations-là. Exact. Et encore une fois, d'où le fait d'avoir des gens qui vont te soutenir justement et qui vont t'orienter de la meilleure des manières pour pas que tu pètes les plombs, pour que tu restes toujours les pieds sur terre. Mais pour gérer toutes ces situations-là, il faut vraiment être bien entouré avec des gens clairs et qui vont te dire que quand tu fais les choses mal, il faut que ces gens-là ils puissent te dire les vérités pour pas tomber justement dans ces vices-là. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à taper sur les joueurs, je dirais pas un peu trop facilement, parce qu'il y a parfois, ils le cherchent également, mais tu vois, on va sortir des noms, hein, on n'aura pas peur de se mouiller, mais des Ben Arfa, des Menez, des Nasri, on les attaque. Toi, tu penses que c'est légitime, c'est mérité, ou tu penses que parfois, on est allé un peu trop sèchement sur eux? Moi, je pense que les joueurs ont leurs responsabilités, mais aussi les institutions ont aussi leurs responsabilités aussi. C'est-à-dire? Moi, je pense qu'on est en centre de formation, on n'est pas préparé à tout ça, en fait. On sort d'une cité ou voilà, d'un endroit, on est vite sur les feux des projecteurs, on n'est pas préparé à tout ça. Et donc, il est là le danger. Donc, je pense que dans les centres, ça serait bien qu'ils fassent plus de prévention, se dire que sur 45 joueurs, il y a peut-être 2 d'entre vous qui vont sortir, plus les prévenir et plus les sensibiliser par rapport à tout ça. Et je pense que les échecs, ils seront moindres. Parce que clairement, comme on a pu le voir ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes joueurs, malheureusement, qui sont tellement omnibulés par justement le fait d'être pro. Exact. Que voilà, on voit des jeunes de 19, 20 ans, 17 ans se suicider. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment insister sur ça parce que c'est pas tout le monde qui peut être footballeur. Et tu penses que ça, dans les grands clubs, les grandes institutions telles que le Bayern Munich, le Milan AC, etc., tu penses qu'il y a de la prévention, du moins il y a plus de prévention que dans les clubs français, par exemple? Moi, je pense qu'il y a plus de prévention. Il y a plus de prévention. Après, je sais pas, je connais pas comment ils travaillent dans leur centre de formation. Mais moi, vu que j'ai fait ma formation à la française, je sais plus ou moins comment ça se passe dans les centres de formation. Je pense qu'il faut absolument sensibiliser les joueurs, les familles, pour pas tomber dans un truc où ils vont se dire, oui, mon fils, faut absolument qu'il devienne professionnel, parce que sinon, ça va faire mal s'ils ne deviennent pas. Tu as des exemples là qui te viennent en tête? Bah, des exemples, ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait des joueurs aussi talentueux que moi, mais ils avaient tellement de pression qu'au final, ils n'ont rien fait. Donc c'est pour ça qu'il faut... Le football, c'est un sport qui peut te permettre, et un métier qui peut te permettre d'avoir une belle vie. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le football, c'est pas que les pieds. Exact. C'est la tête, supporter la pression, supporter tout ce qui se passe dans le football.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça il faut se préparer à tout ça. Sofiane Koné, ça te parle? Sofiane Koné, ça me parle. Et Est-ce qu'il illustre pas tes propos, là? bah, je pense qu'il illustre mes propos. Ouais. C'est le joueur le plus talentueux que l'Aslo Bologna a eu. Et malheureusement, voilà, ça s'est pas passé comme lui, il aurait espéré que ça se passe. J'invite tout le monde à découvrir son histoire, hein, qui est particulièrement touchante. Et voilà, tu as fait ton grind en Espagne, à Valence, etc. Par la suite, toi, tu es allé à Liverpool. Raconte-moi tout. Ouais, c'est hallucinant. Encore Rafa Benitez. Encore papa Rafa Benitez. Non, c'était juste un rêve qui commençait à être réalité. Parce que moi, franchement, encore une fois, j'étais football. J'avais qu'un rêve, c'est de jouer dans des grands stades, dans des grandes équipes. Et au fur et à mesure du temps, voilà, je suis passé par Valence. Après, je suis à Liverpool. Je me dis, ah ouais, là, ça commence à être sérieux. Et encore aujourd'hui, je réalise pas. Je sais que j'ai joué dans des grands clubs, mais je réalise pas que j'ai joué avec des grands joueurs, que j'ai été dans des grandes équipes, que j'ai gagné des titres. Donc, pour moi, c'est une bénédiction de mon créateur. Et clairement, je suis honoré. Excellent. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Jouer avec des joueurs comme Gérard, hein, Mascherano. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Au-delà du football, humainement parlant, voilà, tous les joueurs qu'on va citer dans l'interview, c'est des très grandes personnes. Tu vois, c'est des grandes stars, mais humainement parlant, c'est des gentlemen. Mais Elhadji Diouf, il disait que Steven Gerrard se l'a raconté. Ouais, après, bon, et là, peut-être qu'il a eu des problèmes avec Steven Gerrard, mais moi, personnellement, ça s'est super bien passé. Il m'a beaucoup aidé. Et j'ai eu que des bons rapports avec lui, même au jour d'aujourd'hui. D'accord, bien. Excellent. Tout à l'heure, Momo, on parlait des vices du foot. Là, aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'agents véreux. Est-ce que tu ne penses pas que les gens devraient être plus focus sur leur business que de se laisser dicter par des agents qui, finalement, n'y connaissent pas grand-chose? Après, malheureusement, on arrive dans une ère du temps où c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Après, c'est aux familles et c'est aux joueurs de faire les meilleurs choix pour leur carrière. Parce que c'est vrai qu'une carrière, il suffit d'un mauvais choix pour que tout ce qui peut se passer de bien peut devenir un cauchemar. Exact. Donc, je pense qu'il faut que les familles ils soient focus et qu'ils soient focus sur le bien de leurs enfants. Parce que la finalité, c'est que ça reste des enfants. Et que si ils sont mal orientés, eh ben, ça peut être très compliqué. Frérot, je te le disais tout à l'heure en off. Moi, j'ai quand même un regret dans tout ça. Bon, on va sauter. Tu étais à la Juventus, tout s'est très bien passé. 2 ans et demi. Mais mon plus gros regret, c'est le Paris Saint-Germain. Moi, je suis un grand supporter de Paris, tu vois. Déjà, raconte-nous tout ça, s'il te plaît. Comme les premiers contacts. Tu as fait 1 an et demi à Paris. Ouais. Raconte-nous cette expérience, s'il te plaît. Bah, c'est une expérience, encore une fois, même au jour d'aujourd'hui, très mitigée de ma part. Parce que c'est vrai que voilà, le fait de revenir au Paris Saint-Germain dans un nouveau projet, pour moi, j'avais à cœur justement que ça se passe bien et que sur la durée, je reste plus longtemps. Après, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que je suis pas resté le temps que je devais rester. Encore une fois, c'est le football, c'est un choix. C'est le choix au bon moment. Moi, je pense qu'avec le recul, j'aurais dû rester à la Juve, clairement, parce que je commençais à être un vrai patron là-bas et j'étais vraiment apprécié et j'avais vraiment ce statut de leader. Après, voilà, j'ai fait mon choix que j'assume encore aujourd'hui. Et voilà, j'arrive dans un nouveau projet, nouvelle ère Qatari, première ère Qatari, des nouveaux joueurs, nouvelle institution. Donc, c'était pas évident au début. Après, je suis arrivé aussi blessé. Donc, il y a toutes ces choses-là qui ont fait que c'était pas facile. Et après, tu sais que très bien, quand tu arrives dans la ville où tu as grandi, tentation. Raconte-moi ça. Tentation, voilà, les sorties. Voilà, tu es là, tu es avec des nouveaux amis,
nouvel entourage. Mais là, t'étais déjà guéri, Momo. T'avais quel âge? Ouais, T'avais peut-être 27, 28 ans. T'es déjà guéri, mais encore une fois, ça reste pas rien. Faut que tu nous mettes en alerte. Nous Ouais. qui sommes pas pros. Ouais. Non, t'arrives à Paris. Tu sais comment ça se passe Paris, ça va vite. Il suffit que, voilà, pendant des moments où tu devais dormir, récupérer, tu dormais pas. Quand tu jouais pas trop, voilà, tu disais, bon, je joue pas, donc je vais aller boire un verre avec des potes. Et c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment, justement, quoi qu'il se passe, que les choses elles se passent bien ou mauvaises, faut toujours rester dans ton cadre footballistique et pas s'éparpiller. D'accord. Mais tu sais, on a toujours tendance à, quand on joue pas, dire c'est la faute du coach, ou c'est la faute du président ou du machin. Toi, j'ai l'impression que tu dis que c'était ta faute à toi. Ouais, j'ai ma part de responsabilité. Encore une fois, quand je signe au Paris Saint-Germain, je sors d'une grosse blessure au genou. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas réussi à récupérer de cette grosse blessure. Donc après, voilà, j'ai commencé à cogiter dans ma tête. Je suis rentré dans une grosse dépression. Parce que tu sais, quand t'as l'habitude d'être le protagoniste et que du jour au lendemain, t'es plus trop le protagoniste, qu'on te néglige, qu'on t'aide pas justement à revenir à ton meilleur niveau, qu'on valorise d'autres personnes, et surtout cette frustration-là de pas revenir à ton meilleur niveau, tu commences à cogiter, et c'est là où j'aurais bien voulu avoir une aide du Paris Saint-Germain ou des gens qui m'entouraient pour pouvoir m'aider à surmonter toutes ces choses-là. Donc, mais ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir parce que je me suis aperçu que le football, quand tu es au top, tout le monde est là, tout le monde te serre les pompes, et quand tu es en difficulté, malheureusement, il y a peu de personnes qui t'aident à surmonter la pente. Il y a Mamadou Diakité, que je salue chaleureusement, et qui disait que il lui est arrivé une mésaventure au Qatar, lui il a joué là-bas, il s'est blessé. Et il a dit il était dégoûté d'avoir investi sur un joueur blessé. Donc, on lui serrait à peine la main, etc. Est-ce que toi, étant donné que PSG, sous l'ère qatari, t'as vécu la même chose? Non. Pas du tout. Pas à ce niveau-là, mais c'est juste que à des moments, voilà, j'aurais bien aimé. Après, les avis sont partagés. Hein. Encore une fois, je suis pas en train de remettre toute la faute sur le PSG. Je pense que j'ai eu mes torts, ils ont eu leurs torts. Et malheureusement, voilà, ça s'est pas passé comme eux, ils auront voulu que ça se passe. Et moi-même, j'aurais aimé que ça se passe. Parce que j'arrivais quand même de la Juve. Donc, j'arrivais pas d'un club quelconque. Lambda. Donc, encore une fois, c'est comme ça. Encore une fois, j'ai appris de cette expérience-là. Et ça me sert au jour d'aujourd'hui. Ça me sert. D'accord. Bon, bah, c'est bien. T'es fair play, en tout cas. Ouais, c'est faut, bien. hein. C'est bien, Momo. Tu sais, il se passe beaucoup de choses dans notre société. Voilà, et des bavures policières, entre autres, des gens qui se plaignent, qui sont quasi tous les samedis dans les rues, etc. Bon, j'exagère un tout petit peu. Mais on ne voit pas les footeux se mouiller. Il y a tout le temps des polémiques. Il y avait une polémique avec Gucci il n'y a pas trop longtemps. On ne voit pas les footeux se mouiller. C'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'il y a des gros enjeux. C'est dû à ce que t'es chez un sponsor et tu sais très bien que quand tu commences à parler de choses qui font pas partie de ce que... C'est toujours compliqué. Mais encore une fois, faut savoir qu'en France, on n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand il se passe quelque chose, que ce soit sur le racisme ou des choses qui sont anormales, tout le monde se lève. Les sportifs de haut niveau, comme LeBron James, on a vraiment justement ces personnes-là qui ont une certaine influence, qui vont se lever. Mais encore une fois, pour revenir à ta question, nous, on est des simples acteurs. Ceux qui veulent pas se mouiller, je pense qu'ils pensent à si je me mouille, derrière les répercussions que je peux avoir. Mais je pense que chacun voit les choses comme ils doivent les voir. Mais encore une fois, c'est vrai que ça aurait été bien que si certains footeux qui ont une certaine influence ou certains rappeurs ou certaines personnes qui ont beaucoup d'influence puissent dénoncer les choses. Parce que si tu veux, là, si je peux me permettre de te reprendre, mon mot, c'est que
là, j'ai l'impression que les chaînes sont toujours mentales à travers les propos que tu viens de me dire. Tu vois, moi, je pense qu'aujourd'hui, à bateau rompu, on doit dire we don't give a fuck. Excuse-moi le terme, hein, mais on doit dire on s'en fout. Tu nous prends comme on est ou sinon on vient pas. On va parler, quitte à ce que tu nous mettes une amende, mais on va parler quand même. Tu vois, moi je pense que effectivement on a toujours cette vision idyllique de dire que les États-Unis le font mieux, etc. Mais aujourd'hui, nous-mêmes en tant que personnes qui représentent quelque chose, je pense que c'est un devoir de parler. Moi. Ouais, c'est un devoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et c'est vrai que il y a des fois, moi, si tu veux, je regarde ce constat en voyant les acteurs ne pas se mouiller, etc. Et franchement, ça me laisse, voilà, plus que perplexe. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si, justement, les personnes influentes, ils pourraient plus parler et plus s'exprimer, je pense que comment dire, leur parole, elle est importante. Absolument. Elle est importante et je pense que c'est vrai que malheureusement, ils parlent pas ou justement... Et c'est dommage. C'est dommage. Mais encore une fois, c'est chacun voit sa vision, a sa vision, et chacun veut s'exprimer ou pas. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Parce que, et tu vois, pour finir sur ça, mais tu vois, je sais que, et je vais extrapoler un petit peu, mais en Côte d'Ivoire, quand il y avait des soucis, etc., au niveau politique, moi, je me souviens d'avoir vu des scènes où Didier Drogba prenait le micro en essayant de calmer la foule ou en essayant de parler. Tu vois, c'est vraiment, ça montre à quel point les acteurs sociaux, du moins les acteurs sportifs, ont un rôle à jouer, tu vois. On a un rôle à jouer, mais encore une fois, moi, je pense qu'on demande beaucoup de choses aux footballeurs. En tout cas, vu que c'était mon domaine de prédilection, on lui demande d'être politicien, on lui demande d'être footballeur, on lui demande d'intervenir quand il y a des choses, mais qui ne rentrent pas spécialement dans son registre. Et après, c'est pas tout le monde qui peut prendre la parole. C'est pas tout le monde qui peut s'exprimer comme il doit s'exprimer. Je pense qu'il y a des personnes influentes qui ont justement ce pouvoir de pouvoir s'exprimer. Et si ces personnes-là, ils s'expriment, je pense que derrière, ça va suivre. Après, ça reste mon avis, c'est mon point de vue, je pense. En tout cas, le message est passé. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, justement, même avec tous les moyens qu'on a à disposition, etc., tout le monde peut contribuer, tu vois, mais ça reste mon avis. Et je sais très bien que Momo, t'es sur le terrain, donc c'est pas une attaque ciblée, hein, tu le sais très bien. Mon brother, frère, tu sais très bien, mais je voulais, voilà, parler de ça librement parce que on n'a pas toujours, du moins t'as pas toujours l'occasion de le faire, donc c'est important de venir chez WSL et d'en parler un petit peu, Momo. Est-ce que toi, dans tout ce que t'as fait, toute ta carrière, etc., il y a des choses que t'aurais souhaité changer ou mieux faire? Moi, je pense que franchement, je reste convaincu que j'aurais pu faire encore sur la longévité, j'aurais pu faire une plus grande carrière que de ce que j'ai fait. Malheureusement, les aléas de la vie, les blessures, des mauvais choix à certains moments. Mais moi, je suis persuadé que j'étais à un certain niveau très, très élevé. Je sais que j'aurais pu aller encore plus loin sans les blessures. D'accord. Ouais. Un regret? Un regret, mais encore une fois, voilà, je suis croyant et tout ce qui a pu m'arriver de bien ou mauvais, je le prends comme une épreuve. Donc, pour moi, il n'y a pas de... J'ai aucun regret. Momo le sage. C'est bien. Voilà, je te disais tout à l'heure, même en off, à quel point j'étais un bousillé de foot, etc. Mais moi, je trouve qu'à votre époque, mentalement, vous étiez des rocs. Mais des rocs à tous les niveaux. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que t'es parti à Valence, 17 ans. D'accord? T'as fait tes classes là-bas aux côtés de grandes stars internationales. Des exemples comme toi, il y en a plein. Je pense à des Drogba, je pense à des Eto'o qui sont quand même plus âgés que toi, mais c'est la même tranche d'âge finalement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs sont un petit peu plus dociles. Le football, il a changé. Hein. Le football, il a changé. C'est l'envie, c'est plus la même. Dis-moi tout. Clairement, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout très très vite. À 14 ans, il y a des petits qui ont des contrats de joueurs qui jouent en Ligue 1. On leur donne tout et très rapidement. C'est pour ça que je dis que le football, il a changé. Après, tu sais, quand on te donne beaucoup de choses sans aller les chercher, il est là le danger. Clair. Tu vois, nous, à l'époque, pour pouvoir passer de Valence à Liverpool, il fallait que tu fasses 2 ans pleines
pour partir dans ces clubs-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu fais trois bons matchs, tu peux être transféré à 15-20 millions d'euros. Moi, mon plus gros transfert, c'était quoi? C'était 15 millions d'euros. Aujourd'hui, 15 millions d'euros pour un transfert, c'est que dalle par rapport à... C'est que dalle, ça serait que dalle aujourd'hui par rapport à ce qu'on donnait sur le terrain. Ouais, non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. C'est même très juste ce que tu dis, tu vois. Et toi, tu penses qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, encore une fois, au niveau des centres de formation, au niveau des clubs? Moi, je pense qu'il y a un travail. Il y a un travail. Il faut tout réformer. Il y a un travail des éducateurs. Il y a un travail des personnes qui sont autour du football. Je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser justement ces jeunes-là. Il faut aussi que les petits, ils aient un mental. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir être dans un centre de formation. Il faut savourer tous ces moments-là. Parce que le football, ça peut te permettre de changer de vie. Ça peut te permettre d'être une personne influente. Et il faut justement faire prendre confiance à la jeunesse que clairement, voilà, le football, il peut t'apporter ça. Par contre, il faut faire ça. Il y a l'exigence. Et l'exigence, c'est important. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le football, c'est pas les pieds. C'est ce qu'il y a dans la tête. Et pour moi, comment je définis le football? Pour moi, c'est 90% dans la tête et 10% dans les jambes. Parce que si ton cerveau, il fonctionne bien et si tu te plies aux règles du football, là, tu peux faire des grandes choses. Et c'est pas les meilleurs qui réussissent. C'est ceux qui ont vraiment le mental pour pouvoir réussir. Mais est-ce que tu trouves pas, Momo, qu'il y a trop d'intervenants aujourd'hui? Je pense aujourd'hui la famille est vraiment présente. Les parents, moi je vois même les petits à Sarcelles, je vois tous les parents autour des stades. Moi je joue au foot. Mais moi mes parents ils venaient pas me voir. Non pas parce qu'ils me supportaient pas du tout. Mais c'était une autre époque. Quand ils entendent toutes les sommes que les Mbappé et les autres joueurs y touchent, ils investissent sur leurs enfants. Avant, nous, on allait chercher les choses. Moi, jusqu'à que je rentre au centre de formation jusqu'à que Giroud, il arrive chez moi, mes parents, ils savaient même pas que je faisais du foot. Donc, ils prenaient même pas conscience des choses. Ils voyaient que je partais le matin, et je prenais mon sac et ils disaient, mais il va où, lui, tout ça? Mais ils auront jamais imaginé que je faisais tout ça pour pouvoir obtenir un contrat professionnel ou toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, malheureusement, quand ils entendent justement beaucoup de sommes de fou, faramineuses, ils se disent, attends, je vais quitter mon travail pour lui donner à mon fils ce que j'aurais aimé avoir pour moi. Mais il est là le danger. Il est là le danger. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les parents. Parce que le football, c'est pas tout le monde qui devient footballeur. Il faut les accompagner. Mais je pense que chaque personne, que ce soit la famille, chaque personne doit rester à sa place. Et je pense que le football redeviendra ce qu'il était avant. Parce que là, clairement, c'est un cirque. C'est un cirque, hein. Ouais, c'est un cirque ce qui se passe. Et il y a même aussi n'ayons pas peur de le dire, il y a même des gens des quartiers, etc., qui connaissent pas forcément le foot et qui s'improvisent agents, conseillers, etc. Est-ce que tous ces facteurs-là ne bousillent pas le cerveau des jeunes, Momo? Après, il faut si tu connais le football et si tu connais l'envers du décor du football et tu conseilles un petit et tu fais en sorte de l'accompagner au mieux pour qu'il puisse devenir justement demain une grande star, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour lui faire des mauvais choix, il est là le problème. Mais encore une fois, le football, il a beaucoup, beaucoup changé parce que moi, j'estime qu'il y a beaucoup de protagonistes, il y a beaucoup de gens autour et c'est néfaste. C'est néfaste à certains moments. Toi, aujourd'hui, t'es papa, Momo. Tes enfants, s'ils souhaitent devenir footballeurs, tu leur dirais quoi? Franchement, je vais les accompagner. J'ai 2 garçons, mais encore une fois, je vais pas les forcer. Je vais les accompagner s'ils souhaitent être footballeurs, médecins, je vais les accompagner au mieux. Mais encore une fois, moi, je vais pas les forcer justement. Je vais pas être là derrière eux pour leur dire il faut absolument que tu sois footballeur, tout ça. Non, je vais les accompagner. Si demain ils deviennent footballeurs, c'est bien. S'ils ne deviennent pas, c'est pas une fin en soi. Et j'espère que ça deviendra des
des gens responsables et respectueux. Mhm. C'est ça mon but. Hein. Ah, excellent, Momo. Momo, l'homme sage. Momo, voilà, moi, ce qui m'a interpellé chez toi, en plus de ta carrière hein, remarquable, c'est ta générosité. Tu vois, moi, je me rappelle à l'époque, même quand tu étais à Paris, tout le temps, tu parlais, tu disais, moi, voilà, vous me connaissez, mais il y a mon petit frère Abdou qui est encore même plus fort que moi, etc. Tu le mettais en avant. Tu le mettais en avant. Ouais. Là, on te voit également sur le terrain. Parfois, tu fais des maraudes, etc. Tu construis des mosquées dans ton village, Momo. Pourquoi toute cette générosité? Parce que Dieu m'a permis d'avoir tout ça. Pour moi, c'est une bénédiction, encore une fois. Donc maintenant, il faut que je sois redevable par rapport à ce que Dieu m'a donné. Maintenant, voilà, on est né comme ça. On est né comme ça. Et pour moi, c'est plus qu'une grande fierté de voir justement, à travers les actions qu'on met en place, le sourire des gens, leur donner voilà, de la joie. Pour moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça mon quotidien. Et clairement, je pense que si on unit nos forces, je pense qu'on peut faire de grandes choses, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit voilà, dans le domaine du football. Je pense que on peut créer beaucoup de choses. Je pense que voilà, nos parents, ils n'ont pas eu justement cette chance-là. Ils étaient analphabètes. Maintenant, nous, voilà, toi, par rapport à ton média, moi, par rapport au fait que je sois ancien footballeur, d'autres qui ont excellé dans différents domaines. Et c'est là où on doit unir nos forces et se faire les choses bien pour justement les futures générations. Moi, je pars plus de ce sentiment-là que de faire le mytho, arriver, vouloir révolutionner les choses, or qu'avec la parole. Mais non, je pense que si on fait des tables rondes, chacun a son mot à dire et chacun a son idée. Et je pense qu'en unissant nos forces, on peut faire de très grandes choses. Aux États-Unis, pourquoi je prends la référence des États-Unis? Parce que c'est ce qu'ils font. Quand il y a un de nos frères qui veut exceller dans un domaine, on le pousse. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais malheureusement, quand nous, en France, justement, il y a un de chez nous, il veut être poussé, on lui donne pas suffisamment de force et c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Belle mentalité, en tout cas, mon Renoir. Excellente mentalité, Momo. Et Momo, ta relation avec le Mali, c'est laquelle? Ah, j'ai une très, très bonne relation. Très, très bonne relation avec le peuple, surtout. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai opté pour la sélection malienne très jeune aussi. Et c'est vrai que depuis le premier jour, le peuple m'a validé. Même au jour d'aujourd'hui, il m'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force dans tout. Et c'est vrai que moi, le Mali, c'est mon pays et j'ai un grand amour pour le Mali. Bien, excellent. Je salue mes Maliens. Ici, c'est le Sénégal qui parle, mais vous êtes nos frères. Voilà, tout à l'heure, on parlait de votre génération, en off, hein, bien sûr, on parlait de votre génération dorée au Mali. Je pense à Freddy Kanouté, Djila, toi-même. Comment t'expliques qu'il ne s'est rien passé? Malheureusement, c'est mon plus gros regret. Parce que c'est vrai que la génération qu'on avait, quand tu parles avec des Nyanko Kanou, quand tu parles avec des El Hadji Diouf, ils te le disent clairement, vous avez une génération de fous, mais malheureusement, vous n'avez rien gagné. Et là, à travers la gorge, parce que c'est vrai qu'avec la génération qu'on avait, avec les joueurs qu'on avait sur le papier, on devait au moins se qualifier pour une Coupe du Monde ou voire même gagner une Coupe d'Afrique. Malheureusement, sur 5 Coupes d'Afrique, que demi-finalistes, que deux fois demi-finalistes. Et je pense que j'aurais aimé, mon rêve, c'était justement d'apporter un titre majeur pour le Mali. Mais encore une fois, c'est comme ça, c'est le football. Mais j'espère vraiment que la génération qui arrive, ils vont pouvoir le faire parce qu'ils ont une grosse génération. Mais encore une fois, il y a des choses à changer, surtout au sein de la Fédération malienne de football. Et je pense que si on arrive à changer ça et gommer des choses qui sont néfastes sur cette sélection-là, je pense que ça va être compliqué. Mais si on arrive justement à les changer et mettre vraiment un encadrement avec des bonnes personnes au bon endroit, je pense que le Mali peut rivaliser avec n'importe quelle équipe en Afrique. Tu parlais de changement et tu penses à quoi en disant ça? Moi, je pense à des petits détails. Hein.
Et quand tu vas jouer avec le Mali, il faut s'organiser. Il faut voyager dans des bonnes conditions, dormir dans des bonnes conditions, que les joueurs ils soient mis dans les meilleures conditions possibles pour être bons sur le terrain et d'attirer aussi les meilleurs. Et quand ça passe par le discours que tu vas apporter aux joueurs, je pense qu'il y a beaucoup de binationaux qui aimeraient bien venir jouer avec le Mali, mais malheureusement, le discours, il passe pas et ils croient pas au projet. Donc, si tu arrives à leur montrer que le Mali les veulent vraiment, ces joueurs-là, si tu arrives à leur apporter un bon projet, je pense qu'ils opteront pour le Mali parce que clairement, ça reste quand même leur pays. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, avec le vivier qu'il y a en France, c'est assez compliqué. Mais encore une fois, des joueurs qui jouent en première ligue ou comme en Espagne, ils peuvent venir donner un coup de main avec le Mali parce qu'ils ont la capacité et ils veulent venir. Et quand je pense au Sénégal, l'entraîneur, c'est Aliou Cissé. L'Algérie, Belmadi. Tu ne penses pas que les Maliens devraient mettre quelqu'un qui s'y connaît, mais du pays à la tête de l'équipe première? Bah actuellement, c'est un sélectionneur malien. Non, mais oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Justement. C'est nouveau. Mais encore une fois, c'est bien de mettre... En fait, moi, voilà, moi, je suis vraiment fier. Quand je vois ça, Aliou Cissé au Sénégal, quand je vois que c'est Belmadi, je suis fier parce que je me dis, on a les compétences. On sait faire le boulot. Mais encore une fois, il faut que les fédérations ils puissent donner l'opportunité à des entraîneurs locaux de représenter l'équipe nationale. Donc pour moi, quand je vois toutes ces réussites-là, surtout qu'ils le font bien, parce que l'Algérie, c'est 26 matchs sans défaite. C'est incroyable. Ils arrivent quand même à faire venir des grands joueurs. Et maintenant, quand tu parles à un Algérien, sa priorité, c'est de jouer avec l'Algérie. C'est vrai, c'est vrai. Donc je pense que si l'Algérie, ils ont pu le faire, et ils reviennent de loin, hein. Si l'Algérie, ils ont pu le faire, je pense que d'autres nations d'Afrique peuvent le faire. C'est juste mettre les choses en place et pouvoir attirer les meilleurs. Mais toi, Momo, avec ce que tu représentes, etc., ton discours n'est pas entendu? Je pense pas. Je pense que mon discours, il n'est pas entendu. Après, c'est vrai que je vais pas sur tous les plateaux télé pour pouvoir exprimer ma frustration. Ouais. Je pense que les protagonistes, ils savent où me trouver. Ils savent que je peux être utile à ma façon. Maintenant, je vais pas aller mendier quelque chose. Il y a quand même une frustration. J'ai quand même une frustration parce que je me dis que je peux être utile. Je peux être utile. Maintenant, voilà. Moi, je pense que par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience du haut niveau, je pense que je peux être utile pour ma fédération. Maintenant, encore une fois, il faut appeler, il faut se poser, et parler entre quatre yeux et mettre les choses en place. Toi, j'ai cru savoir que tu avais des ambitions, des grandes ambitions. Ouais. Lesquelles? Bah, clairement, je vais pas me cacher, hein. Je l'ai déjà dit dans différentes interviews. Pour moi, mon ambition, c'est de devenir un jour le président de la Fédération malienne de football. Parce que je pense que ça va être un long combat et un dur combat. On a pu le voir avec Didier que c'était pas facile avec la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens de pouvoir m'affirmer. Et ça passe par quoi, ça? C'est quoi le cheminement? Bah, le cheminement, c'est de comprendre comment ça se passe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis implanté en France. Je connais pas véritablement comment il se passe le système là-bas. Il faut être bien entouré. Et il faut faire les choses pour pouvoir être avec la fédération. D'accord. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Momo. Ah. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui partent s'installer en Afrique, investir en Afrique, qui nous incitent, nous, même personnes ayant grandi en France, en banlieue française, de mettre les sous là-bas. C'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à tout ça? Bah, c'est un très bon point de vue. Parce que clairement, the future is in Africa. Avec l'accent. Non, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, on a la chance d'avoir des terres fertiles ou des terres où il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, il ne faut pas avoir peur d'aller investir dans son propre pays, en Afrique en l'occurrence, parce qu'il y a un potentiel. Et je pense que
qu'on a l'intelligence de faire des bonnes choses. On a justement le fait qu'on a eu l'opportunité de beaucoup voyager, comprendre ce qui se passe pour pouvoir emmener ces choses-là en Europe, de ce qu'on a pu apprendre en Europe, en Afrique. Et je pense qu'on a le savoir-faire aussi. Donc, il faut vraiment aller... J'incite vraiment les gens à aller retourner en Afrique pour pouvoir faire des très belles choses. Excellent, en tout cas. Sache que le message est passé, assurément. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Momo, pour la suite? Que du bonheur. Que du bonheur, la santé pour moi et mes proches. Et après, Dieu décidera de mon sort. En tout cas, c'est excellent. Merci à toi d'avoir accepté l'invite, Momo. Sache qu'on est honoré. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Belle personne, belle mentalité. Et après toutes ces années où t'as shiné, où t'as lifé, on voit le brother avec le smile, les pieds sur terre. Frère, ça fait plaisir en tout cas. Tu nous as clairement inspiré. Et puis, on se reverra, tu sais très bien, si Dieu le veut, évidemment. Au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était le Chairman et 500 avec l'homme que l'on nomme Momo Sissoko pour WeHustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.